Ça paraissait un signalement banal. Je lui demandais toujours de prévenir quand elle sortait. C'était pas normal. Michael était le dernier à avoir vu Madame Sandoval. On a appris qu'il y avait un autre homme. Restait à découvrir son identité. C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre. On a visionné des dizaines d'heures d'extraits de vidéos de surveillance à la recherche d'un indice. Ce n'était pas un comportement normal. Mais pourquoi? Elle était quelque part. Il fallait la retrouver. Sandoval County 911, what is the emergency? My nephews came home from school and their mom, which is my sister, didn't come home. What time was the last time that the kids talked to her? How long ago was that? Last night, about 10:30. And that's the last time they saw her? Yeah. But from what my nephews tell me, when they went to school this morning, they said she wasn't here, but her cars were here. And her cell phone's here, her purse is here. Are you guys wanting to report her as missing at this time? Yes. We've talked to all her friends, anybody that she talks to on a daily basis, but nobody's seen her. It's just creepy. It's going to be Dawn Sandoval, 5'4", about 125, light brown hair. She has sleeve tattoos and a crown tattoo on her chest. Quelques minutes plus tard, des policiers de Rio Rancho se présentent au domicile de la personne disparue. Une certaine Dawn Sandoval, âgée de 46 ans. À première vue, c'était un signalement de disparition comme on en reçoit une dizaine chaque semaine. Mais cette fois, 2 garçons de 13 ans étaient restés seuls pendant 8 à 10 heures. C'était leur mère qui avait disparu, d'où leur inquiétude. Hello. How are you? I could be better. What's going on? So, my sister's not here. Okay. This is not like her. Okay. She knows that her boys, because her and her ex-husband are just finished finalizing their divorce. And so they have 50-50 custody. So she knows that today was her day. They went to bed last night around 10:30. She was here with the ex-husband. Last night? Yeah. They went to bed. When they got up to go to school this morning, neither one of them were here. Both her cars are here, her purse is here, her phone's here. Her phone was still connected by her bed. I had my nephew open it. She has so many missed alerts and stuff from today. And we've talked to everybody that she talks to, and nobody has seen her. He called. They knew something wasn't right. Il était évident que quelque chose clochait. C'est pourquoi on devait recueillir le plus d'informations possible et suivre un maximum de pistes afin de déterminer la direction dans laquelle orienter l'enquête. When was the last time you talked to her? Last time I talked to her is Thursday. How was her state then? How was She was okay. She never made any threats of harming herself, or? She's a strong woman. She's been through this a few times. Okay. So I know definitely, she's a fighter. Ma mère était coriace. C'était la conséquence de son premier mariage avec mon père biologique. Elle avait dû se battre parce qu'avec lui, elle n'avait pas eu une vie facile. Moi, j'ai été confronté à la mort très jeune, quand mon père a été assassiné. Du coup, ma mère nous a élevés à la dure. Mais elle aimait rendre les gens heureux. C'était une de ses grandes qualités. J'ai toujours dit qu'elle était un rayon de soleil. Où qu'elle aille, elle faisait en sorte qu'autour d'elle, les gens soient heureux. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait qu'on aille en fac. Elle voulait qu'on travaille, qu'on ait un métier et pas qu'on se la coule douce. Elle s'est occupée de nous. Elle était toujours là et quand il le fallait, elle savait hausser le ton pour nous pousser un peu.
Elle était ferme, mais elle nous aimait comme personne. Elle faisait toujours attention à nous. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie aussi longtemps sans nous prévenir. Dès leur arrivée sur les lieux, les inspecteurs passent la maison au peigne fin. Des policiers ont fouillé la maison à l'affût du moindre signe de désordre inhabituel. On a constaté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, mais les membres de la famille ont remarqué plusieurs détails qui ne collaient pas. Par exemple, l'état du lit. D'après eux, c'était bizarre parce que Dawn bougeait énormément en dormant. Or, le lit n'était pas complètement défait, ce qui était très inhabituel. Les inspecteurs effectuent des prélèvements d'ADN sur la brosse à cheveux et la brosse à dents de Dawn. Ces prélèvements devaient servir, le cas échéant, à établir une comparaison avec l'ADN de Dawn, même si on espérait que ce ne serait pas nécessaire. This is Detective Brown. He's gonna have a couple questions, okay? L'inspecteur Brown se renseigne également sur Michael Encinias, l'ex-mari de Dawn Sandoval, et sur le déroulement de la journée qui a précédé sa disparition. Dawn avait 2 fils adultes d'un premier mariage, Kevin et Ricky. Mais j'ai pu parler avec ses 2 plus jeunes fils, Dylan et Donovan, des jumeaux. C'était eux qui vivaient avec elle et la connaissaient le mieux. Plus important encore, les jumeaux étaient les derniers à avoir vu Michael et Dawn ensemble la veille au soir. Ils étaient donc en mesure de nous fournir des informations qui nous permettraient d'avancer. He was with us all day yesterday because we had games in the morning. L'emploi du temps fourni par Dylan et Donovan pour la journée du dimanche était crucial pour nous. Ils étaient allés jouer au baseball. Michael était l'entraîneur de leur équipe. Ils avaient disputé 2 matchs pendant que Dawn était allée à l'église. Elle avait ses propres activités. And then we went to go eat, and I came back, and then he stayed here, yeah. I went to bed, they both went up there. Our mom came in and told us to clean the room because we're trying to sell our house. Puis les jumeaux nous ont expliqué que quand ils s'étaient levés le lundi matin, vers 6h, 6h30, ni Michael ni Dawn n'étaient à la maison. Cela dit, ce n'était pas rare que leur mère parte travailler avant eux. Mais quand ils sont rentrés de l'école l'après-midi, Dawn n'était toujours pas de retour et ses 2 voitures étaient garées devant la maison. Là, ils ont compris qu'il y avait un problème. Michael is the dad? Yeah. L'inspecteur Brown apprend que la famille a été en contact avec Michael Encinias l'après-midi du lundi. Mike told my nephew that he didn't stay here last night because she felt uncomfortable him staying the night here, and that he left. But my nephew's here. The twins, they said he was here when they went to bed at 10:30. And then I talked to him. I just talked to him a while ago. And I said, "Where's my sister? You're apparently the last person to have seen her." He's like, "Yeah, I was." I said, "Well, where is she?" And he's like, "I don't know." Just real firm about it. And I hung up on him. I said, "I don't want to talk to you." Kevin avait appelé Michael avant que la famille ne contacte la police. Michael lui avait dit qu'il n'avait pas parlé à Dawn depuis qu'il était rentré chez lui et qu'il n'avait pas passé la nuit précédente chez elle. De leur côté, les jumeaux avaient vu leur mère et leur père monter dans la chambre de Dawn. Ils pensaient que Michael avait dormi là et que leurs parents s'étaient remis ensemble. Les 2 versions étaient radicalement différentes. C'est pourquoi on devait impérativement parler à Michael et entendre ce qu'il avait à nous dire. C'est alors que la sœur de Dawn Sandoval annonce aux inspecteurs que Dawn fréquentait un autre homme. She had been, like, seeing somebody. He's a sheriff or something in Espanola. L'homme s'appelle Harold Witt.
Alors même que Michael et Dawn semblaient en train de se rabibocher, Dawn sortait avec ce Harold. Du coup, c'était important qu'on lui parle à lui aussi. Quand avait-il été en contact avec elle pour la dernière fois? Que savait-il d'elle? Quelles étaient leurs relations? C'était un véritable casse-tête qu'il nous fallait résoudre, sachant que notre objectif prioritaire était de découvrir où était Dawn et de s'assurer qu'elle allait bien. Voilà un peu plus de 5 heures que la famille de Dawn Sandoval a signalé sa disparition à la police. Disparaître de cette façon, partir sans rien emporter, pas même son téléphone, ça ne lui ressemblait pas. Ma mère n'était pas du genre à partir seule. C'est pour ça que j'ai commencé à m'inquiéter. À chaque fois que je vivais quelque chose d'important sur le plan personnel, je passais chez ma mère parce qu'avec elle, je pouvais parler. C'est pour ça que c'est pas normal. Jamais elle serait partie comme ça. Désormais, les enquêteurs s'intéressent à 2 hommes. Harold Witt, le petit ami de Dawn, et Michael Encinias, son ex-mari. Dans une affaire de disparition inquiétante, dans un premier temps, la personne sur laquelle on concentre nos efforts est celle qui a vu la personne disparue vivante pour la dernière fois. Dans ce cas précis, Michael avait été le dernier à avoir vu Madame Sandoval. Les enquêteurs commencent par convoquer Michael Encinias. Appreciate you coming down. I know it's early, but so help me figure this out real quick, because you guys were married for 18 years. Yeah. Is your divorce finalized? Yeah, it was finalized February 23rd. Of this year. Yeah. So kind of help me understand y'all's relationship since. So yeah, we separated in December, and then I've been living apart, and got divorced February 23rd, and then since then I was in a relationship, and then like on Thursday of last week, Dawn and I started talking a lot more. I don't remember if I spent Thursday or not, but yeah, I was there Friday night, Saturday night. So we were working out more, like we were talking things out, working things out more, just trying to move forward, basically. It seemed like we were going to make it work again, like we were taking the steps to get back together. I saw that like I was losing my family, like I saw that I was losing what I wanted to fix, like that's why we're trying to make this work. Quand on a interrogé Michael sur la nature de ses relations avec Dawn, il nous a expliqué qu'ils essayaient de se rabibocher. Rien ne donnait à penser qu'ils n'avaient plus aucune envie de la voir. Au contraire, ils voulaient reprendre leur vie commune. Sunday, you get home from lunch and Sunday we got home after lunch and we watched TV. We just hung out in the living room and watched TV for a while. Pour la majeure partie, l'emploi du temps de Michael correspondait à ce que les jumeaux Dylan et Donovan nous avaient dit. Ensuite, l'inspecteur Brown demande ce que Dawn Sandoval et son ex-mari avaient fait une fois les garçons couchés. At that point, I was still kind of like on the fence. I wasn't sure if I was supposed to go home and I didn't ask either. Like, I waited, and she said, "Well, let's go upstairs." I said, "Okay," and I jumped at the opportunity and we went upstairs, and then from there, like I say, we talked for a little while, and then that's when I started getting upset. That's when so I think it'd be good. Like, I want you to go home tonight. I want you to go home and learn to trust you again. And that's part of me, part of earning your trust. So at this point, we're good. I'm still thinking we're good, like 100%. Like, so yeah, so I left. Il a affirmé qu'il était reparti et que Dawn et lui voulaient rediscuter le lendemain. Il nous a indiqué son trajet en détail. Une fois chez lui, il est allé se coucher et n'est pas ressorti avant le lendemain matin, quand il est parti travailler.
So was she in your truck? She didn't go in my truck. She didn't want to. Has she ever been in it? Not without me knowing, no. Puis la conversation s'oriente sur le nouveau petit ami de Dawn, Harold Witt. This whole time she was going to take his stuff back. She told me that he had to give him back his stuff. I asked her, can you mail it to him? She said, well, she don't want to mail it. The box is too heavy. It's a big jacket. So, in the back of my mind this whole time, that's like where I thought she was yesterday. When I didn't hear from her. Michael pensait que Dawn était avec Harold. C'était la seconde fois qu'on entendait parler de ce dernier. D'abord par la sœur de Dawn, puis par son ex-mari. Finalement, peut-être qu'ils étaient ensemble et qu'elle n'avait aucun moyen de prévenir. C'était une éventualité qu'on devait creuser. L'inspecteur contacte donc Harold Witt. Do you have a few minutes to talk? Yeah, I did. Yeah. So what have you been hearing, or what's been going on? I know it's been a little while. Harold était l'actuel petit ami de Madame Sandoval. Il était aussi dans la police. Mais quand on interroge un membre des forces de l'ordre, on doit le traiter comme un citoyen lambda, quelle que soit sa fonction. Well, unfortunately, the folks that I've met by phone is under the circumstances. I've never met them before. Her son Kevin texted me Sunday and just asking if I knew her whereabouts. I told him I didn't. So he texted me later that night around 7 or 8, that she wasn't around, which I found strange. So I texted her asking, hey, are you okay? Your son's looking for you, give him a call. And so I kind of left it as that. The relationship between her and I is we kind of were dating, but not a serious type thing. I'm not that point in my life where that's not what I'm looking for. We hung out as friends and whatnot, but, I've always been upfront and honest about that. She understood with me, but describing Dawn as a person, to me, she seemed like she was pretty, set on starting her life over, independent, but she didn't appear sad. She laughed a lot. She was actually a real good person to be around. She was a great person to be around. I can't say nothing but positive about her. Rien dans les propos d'Harold Witt ne suggère une quelconque implication dans la disparition de Dawn Sandoval. Après lui avoir parlé, on s'est retrouvés dans une impasse. Genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ignorait ce qui était arrivé à Dawn, et on n'avait aucune piste. Ça devenait de plus en plus inquiétant. De fait, les proches de Dawn Sandoval se demandent s'ils la reverront. Je ne voulais pas faire peur à mes frères. Je ne voulais surtout pas leur mettre dans la tête l'idée qu'elle était peut-être morte. Surtout pas. Au lieu de ça, j'ai essayé de rester positif. Elle est quelque part. Elle est quelque part et on va la retrouver. À l'affût du moindre indice, les inspecteurs épluchent ses relevés téléphoniques. On s'est aperçu que Dawn sortait avec un autre homme, un certain Lucas. Il nous fallait donc découvrir son identité et déterminer s'il était impliqué. So I guess if you could just kind of start by telling us how you know Dawn, or what your relationship with her was, or... Dès qu'on a réussi à établir l'identité de Lucas, on l'a contacté et on lui a demandé s'il était disposé à venir nous parler au poste de police. Just kind of from the beginning. Okay. We met on Match.com. I'd say March
15th, 16th, or 17th. We started texting back and forth, and then we started dating. March of this year, 22. Yeah, just recently, like 4 weeks ago. Anything I can do to help you guys, because she was a wonderful person. She had a really big heart. Mais leur liaison est terminée. What happened was, I'm going through a divorce now, so we had met, and we were just talking, and I had just told, she started falling in love with me, and I was the same way, and I said, I can't do this. You know what I mean? I've been away from my 4 months now. I said, I can't do this. I'm not ready to be that committed to somebody else. I just hope you guys get some answers or something, because she's a really good person. Il n'y avait rien dans la déclaration de Lucas susceptible d'éveiller nos soupçons. Rien qui sorte de l'ordinaire ou qui nous donne à penser qu'il nous avait menti. De toute évidence, il s'inquiétait pour elle. Il espérait qu'elle allait bien et qu'on la retrouverait. Au commissariat, Lucas évoque alors un incident avec la petite amie de Michael, quelques jours avant la disparition de Dawn. His girlfriend, Mike's girlfriend, is like 24, 25, 26, somewhere. She's kind of young. She had called the police, I guess, so that they could have her arrested because she has some warrant of some sort. And she had told me that she was concerned about the boys being with her because the boys had told her that she was driving stoned sometimes. And I told her, I said, you can't have your boys with somebody that's irresponsible like that. Quand Lucas nous a parlé de cette histoire, on s'est demandé si quelqu'un en avait voulu à Dawn d'avoir appelé la police. Après tout, l'ex-petite copine de Michael était en prison. C'était inquiétant, d'autant qu'on n'avait aucune piste sérieuse jusque-là. Les enquêteurs décident d'aller interroger la jeune femme, Melissa, afin d'en savoir davantage sur ses relations avec Dawn. Well, like, I talked to Mike, and Mike had told me, like, yeah, like, Dawn's missing, and this and that, and I was like, really? So what do you think about her? My gut feeling tells me that she's up to something. I feel like she has a plan. Like, God forbid anything has happened to her, but I just feel like, yeah, from the beginning, like, she's always told him, like, well, from what he told me from their past, like, yeah, she's, like, scandalous, and she does anything to win. Like, she always gets the last laugh in, and, like, she'll do anything. In my heart, I feel like she's just out there, like laughing. Without contacting anybody? Yeah. D'après le portrait dressé par l'ex-petite amie de Michael, la disparition de Dawn était entièrement préméditée. Elle faisait tout ça exprès pour faire payer le divorce à Michael. Ça semblait tiré par les cheveux, mais après tout, peut-être que Dawn se prélassait sur une plage quelque part. À ce moment de l'enquête, c'était une possibilité qu'on ne pouvait pas écarter. Je n'avais jamais cru qu'elle avait tout prévu. Je savais que c'était pas normal. Elle aurait dû rentrer. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'absente aussi longtemps sans prévenir personne. L'explication de Melissa laisse les enquêteurs sceptiques. Ils décident alors de s'intéresser de plus près à ses relations avec Michael. On s'aperçoit souvent que les gens ne sont pas toujours francs quand ils parlent à la police. De fait, on a découvert que Michael et son ex s'étaient parlé par téléphone, alors que la jeune femme était en prison. C'est comme ça qu'on a entendu Michael lui demander « Ne m'appelle pas sur mon téléphone perso, mais sur mon mobile pro. » Do you know the number? Can you call me back to the other phone? What other phone? Or is it hard? My work phone? I don't have the number. Je suis tombé des nues. On ignorait complètement cette information. Et Michael ne nous avait jamais parlé d'un téléphone professionnel. Ça a éveillé nos soupçons. Il était crucial qu'on obtienne ce mobile et les relevés des appels, afin qu'on puisse en extraire toutes les informations dont on avait besoin. L'inspecteur Brown va voir Michael sur son lieu de travail. Yeah, I got a search warrant. I need to take both of your phones. We'll get the same thing. We'll get it back to you. We're done with them, but this is a search warrant for them.
On a passé les 2 téléphones au crible. Sur le mobile pro, il n'y avait rien de pertinent, alors on a examiné son appareil perso. J'ai alors constaté que son GPS était paramétré de telle manière qu'à chaque fois que Michael se rendait à un endroit donné, son mobile lui envoyait systématiquement un message. J'ai vu que la nuit où Dawn avait disparu, le téléphone de Michael n'avait quitté le domicile de son ex-femme qu'à minuit 13. 2 minutes après l'envoi d'un texto « Je t'aime ». Michael a fait partir ce texto alors que sa voiture était encore dans l'allée, ce qui nous a rendus méfiants. Les inspecteurs s'interrogent. Pourquoi Michael a-t-il envoyé ce texto à Dawn alors qu'il était encore chez elle? On a commencé à se dire que ce n'était pas un comportement normal. Il fallait vérifier s'il ne cachait pas quelque chose. Et pour ça, on a quadrillé son quartier pour trouver les caméras de surveillance. Ça représentait des dizaines d'heures. Des extraits de vidéos de surveillance qu'on a visionnés image par image à la recherche d'un indice. On a fini par remarquer qu'une des caméras qui se trouvait dans le quartier de Michael avait filmé son 4x4 qui revenait de chez Dawn. Jusque-là, ça cadrait parfaitement avec ce qu'il nous avait déclaré. Puis les enquêteurs font une découverte surprenante. Huit minutes plus tard, on voit son 4x4 repasser devant la caméra, puis revenir finalement à 2h50. Autrement dit, Michael était ressorti de chez lui pendant à peu près 2h30. Ça contredisait les données extraites de son téléphone, qui indiquaient au contraire que l'appareil n'avait pas bougé de la maison. On savait donc que Michael s'était absenté sans emporter son téléphone. C'était un indice décisif. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi ces incohérences entre ce qu'il nous avait dit et ce qu'il avait fait? Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas d'autres éléments qui leur permettent d'établir où Michael Encinia s'est rendu cette nuit-là. Les inspecteurs le convoquent alors pour un second interrogatoire. We found some stuff, but I mean, I wanted to just come here so I can kind of explain what we've been doing, see if there's anything that we could iron out with you and stuff like that. It's been four days, but there is some stuff that I wanted to talk to you about. Il a demandé « Vous avez du nouveau ?» Personnellement, j'attendais plutôt « Elle va bien ? Avez-vous des indices ? Savez-vous ce qui s'est passé ?» J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas nous aider. Pour moi, il cherchait à savoir où en était notre enquête. Like, I don't believe anymore that she left on her own. Like, yeah, like, I don't believe that anymore. Like, now, yeah, now I'm starting to kind of, like actually worried, like... Somebody did something bad to her? That she's just out there right now, waiting to be found? Yeah, like, I still believe, yeah, like, I still believe, like... But then, yeah, like, Kevin, like, he worries me when he says, like, she never done this before, and like, I tell him, like, you don't know your mom, like, you don't know what lifestyle she had, like, well, like, after we got divorced, like, I don't know, like... Avec ma collègue, on a insisté sur notre détermination à retrouver Dawn et à découvrir ce qui s'était passé. Apparemment, ça a mis Michael très mal à l'aise. Your heart, do you feel like she's alive right now? Yes, I'd like to still think yes. But I know what you're saying, like, you don't want to give up all hope. Yeah, I don't want to say that, no. But yeah, like... Which side are you leaning? Like, if you had a scale, which way are you going?
She's a survivor. I'm like in the middle. Like she's a survivor. I'm in the middle. Sandoval County Police Fire Rescue. Hi. Is there any way you could send me out at the end of Southern? The end of Southern? Yeah, like the very, very end, like it's called, like the backbone. Uh-huh. For what reason? There's like, it appears to me to be a possible body part. I don't know if it's an animal or a person, but it kind of looks like an arm. Ce genre d'appel est très fréquent. Le plus souvent, ce sont les restes d'un animal, un cadavre de coyote ou de chien. Malgré tout, à chaque fois qu'on se rend sur place, on garde toujours à l'esprit qu'il peut aussi s'agir de restes humains. Je suis arrivé sur les lieux où le témoin m'attendait. Il m'a montré l'endroit. C'était le long d'un talus, à environ 5 mètres de la crête. Plus je regardais ce qu'il avait vu, plus il me semblait que c'était bien un bras. Au bout d'un moment, j'ai fini par être sûr. Ça voulait dire que je devais prévenir les inspecteurs et appeler mon lieutenant pour confirmer ce qu'on avait trouvé. Inspecteur au bureau du shérif du comté de Sandoval, Frank Tomlinson arrive sur les lieux. Le policier qui avait répondu à l'appel m'a emmené jusqu'à l'endroit en question. J'ai pu établir que le membre qui sortait de la terre était bien un bras humain. How did you know this was out here? He said he was cruising there on his dirt bike, and a vulture launched up from the ground. He looked. He said he could smell something bad. Stopped, saw it, called us. Okay. L'inspecteur Tomlinson informe les enquêteurs de Rio Rancho que ces restes pourraient être ceux de la personne disparue, Dawn Sandoval. Mais entre-temps, la nuit est tombée. Les policiers vont devoir attendre pour déterrer les restes. Le lendemain matin, l'inspecteur Tomlinson dirige les opérations d'exhumation. On essayait de dégager la victime, mais la terre n'arrêtait pas de dégringoler le long de la pente depuis la crête. C'est ce qui nous a laissé supposer que le corps n'avait pas été enterré, mais plutôt jeté depuis le haut. Quand on a remonté le cadavre pour le transporter au bureau du légiste, on a découvert le trousseau de clés et une pochette qui avait été signalée à l'inspecteur Brown comme manquant. Par conséquent, on s'est douté qu'il s'agissait de Madame Sandoval. Grâce à ces éléments, on allait pouvoir établir ce qui était arrivé à Dawn. À présent, l'inspecteur Brown va devoir accomplir une mission que tout enquêteur redoute. Informer la famille de la découverte macabre. Just so you know, where's this work? I'll call him if you want me to. Ça faisait 3 semaines qu'ils se demandaient où était leur fille, leur mère, leur sœur. Même si on a besoin de faire son deuil, c'est absolument terrible d'apprendre ce genre de nouvelles. Hey, Kevin. Yeah, good, man. We're here with your grandma. Today, I don't come with very good news. There was a call last night
of a guy out in the west part of Rio Rancho. He came across something that he thought we might need to be aware of. Sandoval County deputies went out there last night and found what looked like, there's no way to like sugarcoat it, but they said it looked like human remains. So they sealed everything off because it was so late, and we went out this morning, and we just got back from pretty much processing that whole area. And the preliminary findings I can't say for sure, but unfortunately, the preliminary looks like it might be Dawn. On était tous parfaitement conscients de la situation. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas de nouvelles de ma mère. Et quand on en parlait, on savait qu'on ne la reverrait probablement pas. Quand on a appris la nouvelle, je n'ai eu aucune réaction. Je ne voulais pas passer pour un monstre, mais d'une certaine façon, j'étais content qu'elle ait été déterrée par des animaux. Parce que sans ça, on serait encore en train de la chercher. Ensuite, les enquêteurs se rendent au domicile du principal suspect, Michael, l'ex-mari de Dawn Sandoval. So, I need you to come with me for a little bit down to the station. We're going to take your DNA and your prints. Afin de comparer le résultat des analyses médico-légales aux indices qu'on avait retrouvés, il fallait effectuer des prélèvements standards des empreintes digitales et génétiques de Michael, puis les envoyer au laboratoire avec tous les éléments dont on disposait. On avait aussi une commission rogatoire pour la fouille de son 4x4 et de sa maison. On avait du pain sur la planche. Pendant la perquisition, Michael Encinias est conduit au commissariat pour un nouvel interrogatoire. On lui a appris ce qu'on avait découvert dans le désert, puis on l'a laissé mariner pendant un petit moment. No. Okay. No, I think it's already to the point where I need to get a lawyer or talk to a lawyer before talking anymore to you. I think I've already been extremely helpful. Dès qu'il a réclamé un avocat, on a mis fin à l'interrogatoire. Mais il fallait encore effectuer les prélèvements. Il a accepté, puis on l'a laissé repartir. C'est terrible de voir un homme dont on est sûr qu'il est coupable franchir la porte du poste de police parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour le coincer. Finalement, les inspecteurs reçoivent le résultat de l'analyse ADN qu'ils attendaient impatiemment. Come here. Put your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Walk this way. When I say let me see your hands, let me see your hands. Turn around. We finally got the... Le laboratoire a renvoyé les résultats de l'analyse des prélèvements effectués dans son 4x4. Il s'est avéré qu'il y avait bien des traces de l'ADN de Dawn sur la banquette arrière, entre autres du sang. C'était un indice déterminant, puisque Michael avait toujours affirmé que Dawn n'était jamais montée dans son véhicule. C'est grâce à cette preuve irréfutable qu'on a pu présenter un dossier solide au procureur. On suppose qu'à un moment donné de cette fameuse soirée, quelque chose a déclenché une dispute entre Dawn et Michael, et que celui-ci a fini par la tuer en l'étranglant ou en l'étouffant dans la chambre. Comme il ne pouvait pas abandonner le corps dans la maison avec les jumeaux, il a décidé de s'en débarrasser. Il a porté le corps hors de la maison, l'a posé à l'arrière de son 4x4, avant d'aller le balancer sur un plateau dans le désert.
Faire une chose pareille à quelqu'un à qui on a été marié pendant plus de 18 ans, et plus encore, faire ça à la mère de vos jumeaux de 13 ans, dans la maison où ils sont en train de dormir à quelques mètres, c'est... Je ne trouve pas les mots. Michael Encinias est mis en examen pour meurtre sans préméditation et dissimulation de preuves. 9 mois plus tard, il est déclaré coupable et condamné à 18 ans de prison. La famille de Dawn a obtenu justice dans la mesure où il y a eu un procès et où un jury a déclaré à Michael « Vous êtes coupable des faits qui vous sont reprochés et vous allez payer ». Certes, ça ne ramènera pas Dawn et ça n'a rien changé. Mais quand ses proches ont vu que cet homme qu'ils croyaient connaître avait pu faire ça à leur fille, leur sœur et leur mère, ils ont ouvert les yeux et ont pu faire leur deuil autant que ce soit possible. J'ai un collage de photos d'elle. Il y en a une en particulier où elle sourit, mais ses yeux disent autre chose. Je m'assieds et je la regarde encore et encore, jusqu'à ce que la tristesse et la souffrance disparaissent. C'est la jalousie qui l'a poussé à agir, à faire ce qu'il a fait, qui l'a poussé à la tuer. J'y ai beaucoup pensé et je suis convaincu qu'il l'a fait parce qu'elle était passée à autre chose. J'ai plein de photos de ma mère avec ma fille. Je dirais à ma fille combien ma mère l'aimait. Combien elle était heureuse d'être grand-mère. Si je pouvais, j'aimerais lui demander si elle était fière de moi. Du fait de ce qui s'est passé et de ce qu'on a traversé, je voudrais... Pardon. Excusez-moi. Ma mère était une fonceuse, tout le temps en train de faire des trucs, de sortir. Ce que j'aimais chez elle, c'était son dynamisme. J'ai toujours dit qu'elle était un rayon de soleil. Où qu'elle aille, elle faisait en sorte qu'autour d'elle, les gens soient heureux. Elle essayait d'être heureuse. À moi de faire en sorte qu'elle continue à vivre en moi. Le dernier jour de colle a parfois une odeur particulière, un mélange de chaleur qui s'installe. De couloirs plus bruyants que d'habitude, de rires un peu trop forts parce qu'on se sent déjà ailleurs. Ce matin-là, le soleil de Phoenix semblait avoir décidé de s'accrocher à la ville comme une main posée sur une nuque. Ferme, insistante. Impossible à oublier que était les astérisque 17 mai 2001 astérisque. Et astérisque Alice Attorney astérisque avait 10 septembre. Wikipédia 1. Dans son sac, il y avait des choses ordinaires. Des feuilles pliées, peut-être un stylo. Peut-être du maquillage, peut-être rien d'important. Dans sa tête, en revanche, il y avait ces bruits constants que personne ne voit jamais de l'extérieur. La fatigue d'être surveillé. La fatigue d'expliquer, la fatigue d'être une adolescente dans une maison où l'on ne respire pas comme on veut. Ce n'était pas une fatigue spectaculaire, plutôt une pression diffuse, quotidienne, qui finit par rendre les gestes simples plus lourds. Chez elle, l'atmosphère n'était pas celle qu'on associe à une maison pleine d'enfants. Les murs avaient entendu trop d'ordres, trop de reproches. Drop the silences, lords. La mère d'Alissa était morte quand elle était enfant. Et la maison avait continué sans elle, comme un corps qui marchait sans comprendre qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Wikipédia 1,
son père adoptif. ***, Michael Turney, ***, est le genre d'homme qui remplit l'espace. Pas forcément par des crises, même si ça pouvait arriver, mais par une présence qui aspire l'air. Il y avait ses règles. SES humors, SES certitudes. Il y avait cette sensation chez ceux qui passaient la porte que tout devait être justifié. Explique. Cadre est dans cet univers. Alyssa grandissait avec une contradiction permanente. Elle était encore une enfant aux yeux de la maison, mais déjà une jeune femme aux yeux du monde extérieur. Sa demi-sœur, Sarah, était plus jeune. Elle vivait la maison différemment, avec la naïveté de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines choses ne sont pas normales. Si jour-là, Sarah ne savait pas que sa vie allait se scinder en deux. Avant et après, elle ne savait pas qu'une absence peut devenir un décor permanent. Un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. La matinée commence comme tant d'autres. Un trajet, une routine. Une journée qui devait se terminer sur la sensation légère de l'été qui arrive, d'après la version de Michael. Il déposa Alyssa au lycée, puis la récupéra plus tard dans la mi-journée. Wikipédia 1, c'est là que les détails deviennent dangereux. Parce qu'ils sont à la fois banals et décisifs, Michael racontera qu'il se serait en dispute. Que Alyssa aurait quitté la voiture, furieuse, et serait partie, une scène presque classique. Un adulte qui se sent défi, un adolescent qui se débat pour exister. Wikipédia, one mais dans une affaire comme celle-ci, la banalité est une illusion. Chaque dispute devient un possible point de rupture, chaque minute devient une porte qui se ferme. Si qui est certain, c'est que ce jour-là, Alyssa ne reviendra pas comme prévu, et quand une adolescente disparaît. Le monde commence par se protéger avec des explications simples. Elle fugue. Elle a voulu prendre l'air, elle reviendra. Elle se calmera. Ce sont des phrases qui permettent de tenir quelques heures sans panique. Elles offrent à l'entourage une forme de répit et parfois, si répit est fatal, dans l'après-midi. L'inquiétude s'installe progressivement, comme une ombre qui s'allonge sans qu'on puisse l'arrêter. Les appels restants sans réponse, les minutes devenaient lourdes. La maison, d'ordinaire contrôlée, commence à vibrer d'un désordre inhabituel. On cherchait, on s'énerve, on ouvre des portes, on referme des tiroirs sans savoir ce qu'on espérait y trouver, puis il y eut la chambre. C'est souvent là, dans ces espaces minuscules, qu'on trouve les choses les plus terribles. Pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles sont intimes. Un lit de fête, un vêtement pose trop vite, une brosse à cheveux. Des posters, des traces de personnalité. La chambre d'un adolescent est un territoire, le voir soudain comme une scène potentielle. C'est déjà une forme de traumatisme. Michael dira qu'un mot avait été laïs. Une note où Alice expliquerait qu'elle partait, qu'elle fuguait, qu'elle allait en Californie. Wikipédia 1, une note. C'est une chose curieuse. C'est une petite passerelle entre celui qui part et ceux qui restent. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut éclairer. Ou au contraire brouiller. Elle peut être authentique. Ou construite. Elle peut être un cri de liberté. Ou un rideau tiré devant une vérité plus sombre. Et dans cette histoire, cette note allait devenir l'une des pivots les plus empoisonnantes, parce qu'une note permet au monde de respirer. Elle rend la disparition compréhensible. Elle la rend logique. Elle offre un récit prêt-à-porter. Elle oriente les regards. Elle réduit la panique. Mais si ce récit est faux, alors il ne fait pas que tromper. Il détourne. Si jour-là, une disparition se mit à prendre la forme la plus insupportable, celle d'un vide sans explication. Les proches chercheront à reconstituer les dernières jours
Ou avait-elle été vue? Avec qui? À quel moment? Les souvenirs se contredisent toujours. Parce que le cerveau s'accroche à ce qu'il peut, parce que chacun veut être utile. Parce que chacun veut croire qu'il tient un fil et danse et brouhaha. Il y avait un silence place Lord. Celui d'Alice elle-même. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était comme une coupure nette. Comme si quelqu'un avait été une présence d'un guest. La police fut contactée. Un rapport de disparition fut fait le jour même, mais au départ, l'affaire ne fut pas traitée comme une urgence criminelle. La hypothèse de la fugue domina. Wikipédia, c'est l'un des aspects les plus claquants des disparitions d'adolescents. Le monde. Parfois, accepte trop vite l'idée qu'elles ont choisi de partir. Comme si l'âge autorise l'effacement, comme si d'acceptance signifiait déjà. Elle s'en sortira, cette première décision, celle de ne pas suspecter. Immédiatement, un danger majeur, à une conséquence invisible. Elle ralentit tout, elle laisse les tombes à la poussière de se déposer sur les traces. Elle laisse les heures cruciales se dissoudre. Elle transforme l'urgence en attente. Pendant ces temps, la maison continuait de respirer. Mais d'une manière différente, chaque objet semblait chargé d'une tension nouvelle. Le téléphone posé sur une table devenait une menace. Il ne sonnait pas. Les fenêtres devenaient des écrans. On regarde dehors comme si le monde devait rendre ce qu'il a pris. Les portes claquaient, les pas dans le couloir. Tout prenait une intensité disproportionnée. Sarah. Elle observait. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas la structure mentale pour comprendre que certains adultes mentent. Que certaines histoires se fabriquent. Elle voyait seulement une grande sœur qui n'était pas là. Et des adultes qui parlaient d'elle comme d'une personne déjà lointaine. Alice avait un travail. Un petit quotidien de jeunes filles qui commence à s'émanciper. Elle travaillait dans un fast-food. Elle avait une vie en dehors des murs de la maison. Wikipédia sees details la comprennent. Parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée d'une disparition totale et volontaire. Une fugue complète. Une disparition sans contact, sans trace durable, qui ne ressemble pas à une simple crise d'adolescence, qui ressemble à autre chose. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'ouvrir des questions inconfortables. Et les questions inconfortables ont une particularité. Elles cherchent toujours un point d'appui. Elles cherchent un responsable, un contexte. Une logique dans cette histoire. Le contexte était déjà là, posé comme un décor. Une foyer tendue, un père adoptif omniprésent. Une adolescente à l'âge exact où le contrôle et la liberté se battent le plus violemment. La soirée du 17 mai s'étira. Et avec elle, une sensation pire que la peur. L'impuissance, quand un enfant disparaît. La famille fait naturellement ce que font tous les humains. Elle cherche du sens dans le chaos. Elle se raconte des scénarios. Elle imagine que la porte va s'ouvrir. Elle s'accroche à l'idée qu'il y a un endroit où Alice attend. Qu'elle va téléphoner. Qu'elle va rentrer. Qu'elle va rire. Qu'elle va dire c'était rien, mais à mesure que l'heure avançait. Ces scénarios deviennent moins incrédibles, et quand les scénarios murent, il ne reste que la réalité brute, une chambre vide, une chaise qui ne grince pas, une place à table qui reste intacte. C'est à ce moment-là que les histoires commencent à se déformer, parce que lorsque la peur devient trop grande, certains cherchent à la contrôler par le récit. Le récit, c'est la chose la plus puissante au monde. Il peut protéger. Avec Cracer, il peut sauver. Ou masquer une disparition. Si on ne la comprend pas, peut détruire une famille entière de l'intérieur. Alors on choisit parfois l'explication la moins insupportable, la fugue. La Californie, la crise, est pourtant même dans cette version.
Quelque chose résistait. Pourquoi partir le dernier jour d'école? Comme cas, sans quoi aucun ami ne le sache. Pourquoi disparaître sans trace durable? Pourquoi ne pas contacter au moins quelqu'un, un ami? Un petit ami, une ancienne camarade si l'idée était simplement de partir. Cette absence de contact allait devenir, avec le temps, l'un des éléments les plus déchirants de l'affaire, parce qu'elle suggérait non pas son départ, mais une rupture totale, oxygène tout. Dans les heures qui suivirent, les proches commenceront à scruter les détails. Les détails sont cruels. Ils donnent l'impression qu'on avance, mais ils ne font parfois que nourrir l'obsession. On se demande si quoi Lisa portait. On se demande si elle avait pris de l'argent. On se demande si elle avait un sac. On se demande si elle avait l'air inquiète ces derniers jours. Si elle avait dit quelque chose. Si elle avait laissé un indice. On se demande tout ce qu'on n'a pas demandé avant. Le plus terrible, dans ces instants, c'est que la maison devient un tribunal, pas un tribunal officiel. Non un tribunal familial. In time, chaque parole prononcée prend un poids de disproportion. Chaque version est comparée, chaque hésitation devient suspecte. On ne le vaut pas, on ne le choisit pas. Qu'arrive, parce que la disparition est une violence qui oblige à chercher un sens. Et le sang, souvent, s'accroche à une personne, cette nuit-là. Phoenix ne semblait pas différente, la ville continuait d'exister. Lumineuse et bruyante, des voitures passaient, des gens sortaient, des familles regardaient la télévision. La normalité était partout, et c'était précisément ce qui rendait la situation insoutenable. Comment le monde peut-il continuer quand une personne cesse d'être là, dans cette normalité? La maison tournée devint un petit îlot de chaos, et dans ce chaos, le nom d'Alisa commença à s'éloigner du réel pour entrer dans une autre catégorie, celle des disparus. Une catégorie qui a sa propre grammaire, ses propres habitudes, affiches, appels, numéros, hypotheses, statistiques, un langage qui déshumanise parfois, simplement parce qu'il doit traiter l'horreur, mais au départ. Personne ne voulait l'avoir ainsi. Personne ne voulait cette étiquette. On voulait croire qu'elle était en vie quelque part. Avec un plan, avec un choix. On voulait croire que le monde est logique. C'est là que le récit devient véritablement dangereux. Au moment où l'on comprend que le monde, parfois, ne rend pas si qu'il prend. Le 17 mai se termina sans Alisa. Et quand une journée se termine ainsi, elle ne se termine pas vraiment. Elle se répète, elle se réjouit. Elle se recrée dans les pensées, dans les disputes, dans les regrets. Elle devient une boucle. Le téléphone devient un instrument de torture. Chaque appel inconnu fait monter le cœur dans la gorge. Chaque bruit de voiture devant la maison fait croire à un retour, puis rien. Et au milieu de ces rien, une phrase. Froide et ordinaire, comme un s'installer. Elle a fugue, cette phrase allait devenir une cage. Une cage pour la famille, une cage pour l'enquête. Une cage pour la vérité. Parce qu'une fois qu'une disparition est classée comme une fugue, elle peut immédiatement en gravité dans l'esprit collectif. Elle devient presque explicable. Presque logique, et ce qui est explicable n'est pas urgent. Mais l'absence d'Alisa ne ressemblait pas à une simple fugue. Elle ressemblait à un effacement. Et cet effacement, dès ces premiers jours, peut-être déjà en lui une promesse sombre, celle d'une histoire qui ne se laisserait pas terminer proprement. Wikipédia 1. La nuit avant Kate et la maison, au lieu de s'endormir, semblait retenir son souffle, comme ici. Quelque part, un détail manquait encore. Comme si un fil invisible attendait d'être tiré, comme ici.
Derrière la note et les explications faciles, une autre réalité commençait déjà à se former place lente. Place lourde, place terrifiante. Parce qu'il y a une vérité que l'on apprend trop tard dans les disparitions. Le premier récit n'est pas toujours le vrai. Et quand on accepte trop vite le premier récit, on se réveille un jour en comprenant qu'on a cherché au mauvais endroit. À l'honnêteté place là et le silence. Louis venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la lumière entra dans la maison comme si rien n'avait changé. C'était cela, la première insulte du réel. Le soleil se levait avec la même assurance. Les oiseaux faisaient le même bruit. La ville reprenait son rythme, et pourtant, au centre de la maison, il manquait une présence. Pas un objet, pas une habitude. Une personne. On appelle qu'à une disparition quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais au tout début, Simon n'a pas de forme. Il n'a pas encore de poids. Il est trop grand pour les premières heures. Trop abstrait dans les premières heures. On vit plutôt avec des gestes, on ouvre des portes. On vérifie des pieces, on refait les mêmes trajets. On demande, on répète. On s'accroche à l'idée qu'on a simplement fait quelque chose, qu'il y a un malentendu. Que le monde est encore cohérent. Ce matin-là, Michael, le père adoptif, avait déjà une version. Elle était prête. Comme une veste quand une fille avant de sortir, une dispute. Une adolescente en colère, un départ impulsif. Une note, la Californie. Il prononçait ces éléments comme des points fixes, comme si les dire suffisaient à empêcher le reste de s'effondrer. C'était une histoire nette, presque trop nette. Un récit qui, en apparence, tenait debout, mais un récit n'est pas une preuve. Un récit, c'est aussi un utile. Et dans une maison où l'air semble parfois appartenir à celui qui parle le plus fort, le récit devient une forme de contrôle. Sarah, elle, ne savait pas encore que le contrôle peut survivre à l'absence. Elle croyait que quand quelqu'un disparaît, tout s'arrête, que les adultes deviennent soudain transparents, vulnerables, honnêtes. Elle s'attendait à des larmes, à des appels frénétiques, à des portes claquées, à des cris. Il y en eut, oui. Mais pas comme elle l'imaginait, si ne fut pas un chaos spontané. Si fut un chaos organisé, dirigé. Canalisé! Un chaos où l'on décidait ce qu'il fallait dire. À qui et quand. La police possède les mêmes questions que dans toutes les disparitions. La dernière fois qu'on l'a vue, s'atténuait. Les amis, les habitudes, les lieux qu'elle fréquentait. À l'autre bout, on entendait parfois le bruit d'un stylo sur du papier, le frottement d'une procédure qui se met en place. Mais la procédure est assez lenteuse. Et dans ces lenteurs, une adolescente peut devenir un point flow. Elle la fugue, répétait-on. Comme une incantation est une fugue? Dans l'imaginaire collectif, qu'à vous dire? Elle reviendra, qu'à vous dire? Si n'est pas forcément dangereux, qu'à vous dire? Laissez-lui le temps de se calmer, qu'à vous dire? Attendez, attendrez. Pourtant, c'est ce que l'on fait quand on a le luxe du temps. Quand on n'a pas si luxe, attendre devient une faute. Et ce matin-là, personne ne le savait encore. Mais chaque jour qui passait épaississait le silence dans la maison. Les objets devenaient suspects. La brosse à cheveux d'Alissa, son parfum, ses vêtements. On les regardait comme si l'un d'eux allait soudain se mettre à parler. On fouillait ses tiroirs. Puis on les refermait avec une douceur étrange, comme si on craignait de casser quelque chose d'invisible. Sarah observait tout, immobile. Elle n'était pas assez grande pour diriger.
pas assez petite pour être épargnée. Elle était coincée entre les adultes et l'absent, condamnée à entendre des phrases qui se contradisaient. La note, surtout. Planète surtout comme un ombre, Michael l'a mentionné pour expliquer. La note devait être le point final avant même que la phrase ne soit terminée. Elle a laissé une note. Comme si cela devait suffire. Comme si une feuille de papier pouvait remplacer la présence d'une file. Mais place on prononce un mot, place on peut s'y cacher. Et plus la note prenait de place, plus la question essentielle se glissait dans les interstices. Si Alyssa était partie par choix, pourquoi si vite total? Pourquoi c'était absent sans contact, sans trace? Sans retour vers quelqu'un qu'elle aimait, même un peu. On peut claquer une porte, on peut fuir une maison. Mais disparaître du monde entier, c'est autre chose. Cela exige soit une détermination hors norme, soit une contrainte. Dans les jours qui suivront, le quartier devint un théâtre discret. Des voisins disant ne rien avoir vu, d'autres prétendant avoir entendu une voiture. Un bruit de portière, un moteur qui s'éloigne. Si sont toujours des souvenirs qui apparaissent après coup, quand la mémoire se met à inventer ce qu'elle n'a pas enregistré. On cherchait à être utile, on cherche à trouver un moment précis. Une scène simple, quelque chose qui puisse se raconter. Parce que ce qui ne se raconte pas fait peur, Michael, lui, restait au centre de sa version. Il parlait avec assurance, il expliquait. Il détaillait, il insistait sur l'idée de la dispute. Sur le fait qu'Alice était partie en colère, il décrivait une adolescente difficile. Une adolescente qui voulait sa liberté, qui ne supportait plus les règles. Il peignait un portrait qui, petit à petit, plaquait la disparition dans une logique comportementale. Elle a fait un choix. Elle a voulu partir, mais chaque fois qu'on transforme une disparition en choix, on déplace aussi la responsabilité, si n'est plus que lui est-il arrive. C'est pourquoi a-t-elle fait cas? Et cette question-là, subtilement, culpabilise la disparue. Elle la rend presque fautive. Elle la rend l'enquête moins urgente. Parce qu'elle devient une affaire privée, un conflit familial, une crise d'adolescence. Sarah entendait ces phrases et quelque chose. En elle, gratitude. Pas une certitude, pas encore. Une gêne, une sensation qu'on parle d'Alice comme d'une personne qu'on connaît mal. Comme si l'on fabriquait une Alice commode, une Alice explicable. Et pourtant, Sarah se souvenait d'une grande sœur qui avait des humeurs. Oui, mais aussi des gestes doux. Des rires, des rêves de sortie. Des projets simples, une grande sœur qui voulait vivre. Passé dissoudre, les amis d'Alice furent contactés. Certains diront qu'elle n'avait parlé à personne d'un départ, d'autres raconteront qu'elle semblait fatiguée ces derniers temps. Tendue, impatiente de quitter la maison. Les deux pouvaient être vrais à la fois, mais une chose se dessinait. Personne n'attendait une disparition totale. Personne ne disait. Ah oui, elle allait partir pour de bon demain. On n'a pas si genre de conversation sans laisser un écho. Les jours glisseront. Les affiches apparuront, le visage d'Alyssa. Souriant, imprime sur du papier. Accroché sur des poteaux, des vitrines, des panneaux, un visage qui, dans la lumière du jour, semblait appartenir à une autre vie. Le papier tremblait dans le vent, comme si la ville elle-même avait du mal à porter cette histoire. Et dans ce mouvement, l'un de la disparition qui devient officielle, un autre phénomène se produit ici. L'usure des gens, les proches. Au début, répondant à chaque appel, ils courant à chaque piste, ils croyant à chaque rumeur. Puis, petit à petit,
Ils comprennent que certaines pistes ne sont que des mirages, que certaines rumeurs naissent du besoin qu'a le monde de se sentir impliqué. Et cette compréhension la fatigue. Elle attaque le corps. Elle dévore le sommeil dans la maison. L'atmosphère s'intensifiait. L'absence d'Alissa ne créait pas seulement un vide, elle modifiait la géométrie des relations. Chaque conversation devenait potentiellement accusatrice. Chaque silence devenait potentiellement coupable. Et quand la peur s'installe dans une famille, elle ne reste jamais pure. Elle se mélange à la colère, au ressentiment, au besoin de garder le contrôle. Michael semblait vouloir garder ce contrôle. Il répondait, mais à sa manière. Il donnait des informations, mais encadrant le récit. Il montrait qu'il coopérait, tout en occupant l'espace avec son interprétation. C'était un équilibre étrange, assez d'ouverture pour ne pas paraître ferme, assez de direction pour éviter que le récit ne lui échappe. C'est dans cette zone-là que naissent les doutes. Pas dans un détail spectaculaire, dans une accumulation de micro-gestes. Une manière d'insister, une façon de conclure trop vite. Une phrase qui revient, comme un refrain. Elle la fugue. Sarah? Un soir, se souvient d'un détail. Un détail idiot. Presque rien. La façon dont Alyssa, parfois, s'arrêtait dans le couloir, comme si elle voulait dire quelque chose. Puis se taisait. La façon dont elle regardait une fenêtre plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle se redisait quand l'espace approchait des gestes qui, sur le moment, n'étaient que des humeurs adolescentes. Mais dans le contexte d'une disparition, les humeurs deviennent des indices. Et les indices, quand ils ne trouvent pas de réponse, deviennent des blessures. La maison avait aussi sa propre logique interne. Et Sarah commençait à la sentir, ce qui pouvait être dit, ce qui ne devait pas être dit, et qui on pouvait parler. À qui on ne devait pas parler, on apprend ce genre de règles sans qu'on vous les enseigne. On les apprend à la tension dans l'air, au changement de ton, au regard qui vous arrête, et quand une disparition survient dans une maison comique. Les règles ne disparaissent pas, elles se renforcent. À l'extérieur, la police continue de fonctionner comme elle fonctionne. Des appels, des vérifications, des dossiers, mais l'énergie initiale retombait. Pas par mécanicité, par logique institutionnelle. Il y a trop de cas, trop de demandes, trop d'urgences, les disparitions d'adolescents. Surtout, se font avaler par la notion de fugue. Si mot a un pouvoir destructeur, elle rend l'urgence discutable. Mais dans l'intimité, l'urgence, elle ne diminuait pas. Elle se transformait. Elle quittait l'agitation des premiers jours pour devenir une obsession. On accorde place partout, on pense. On rumine, on reconstruit. On cherche des files dans la version officielle du foyer. Et c'est là que l'histoire commence à changer de texture. Parce que, petit à petit, des gens commenceront à parler autrement. Pas fort. Pas publiquement, à voix basse. Des amis, des connaissances. Des personnes qui avaient vu des choses, entendu des phrases. Percu des tensions, ils ne disaient pas forcément. Il lui a fait du mal. Ils disaient plutôt. Si n'était pas normal, et cette phrase, quand elle s'accumule, devient dangereuse. Elle ouvre une porte que certains préfèrent garder fermée. Sarah entendit ces murmures indirectement. Un adulte qui baisse la voix quand elle entre dans la pièce. Un téléphone qu'on raccroche trop vite. Un échange dans la cuisine. Tard le soir. Et plus elle sentait qu'on lui cachait des choses, plus elle s'y mettait à observer. L'observation devient une arme quand on n'a pas de pouvoir. Elle a appris à lire les gestes de Michael.
à écouter les silences entre ses mots, à repérer les moments où son récit se durcit. Il y avait des contradictions minuscules, des détails qui changeaient légèrement selon l'interlocuteur. Rien d'assez énorme pour être une preuve, mais assez pour faire naître une question. Pourquoi un récit sincère a-t-il besoin d'être ajuste? Pourquoi une vérité simple demande-t-elle autant de répétitions? Dans les semaines qui suivirent, l'absence d'Alice a pris une nouvelle forme. Elle devint une présence dans les conflits, dans une famille. Une absence peut devenir un enjeu, un symbole, une armée, sans le vouloir. Sarah sentit que sa grande sœur était maintenant utilisée comme une histoire qu'on racontait, qu'on modèle. Comme si Alice, même disparue, pouvait encore être contrôlée, cette idée la lui donne la nausée. Parce qu'elle aimait Alice, et parce que l'amour, face à l'injustice, s'y transforme souvent en rage. Un jour, Sarah se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle imagine Alice non pas en train de partir, mais en train de ne pas pouvoir revenir. Elle imagine une porte fermée de l'extérieur, une voix étouffée, une peur qui monte, et cette image. Même si elle n'était qu'une pensée, s'accrochera elle comme une chaleur. À partir de là, tout changea. Chaque fois qu'on dit cette fugue, Sarah entendait effacement. Chaque fois qu'on disait elle reviendra, elle entendait en veut que tu arrêtes de poser des questions. Et si qui était au départ une inquiétude devint une posture intérieure, le refus d'accepter l'explication la plus commode. Si refus ne fit pas d'elle une héroïne immédiatement, il fit d'elle une enfant isolée dans sa propre maison. Une enfant qui commence à comprendre que certaines vérités, quand elles sont trop lourdes, sont repoussées hors du langage, parce qu'une foyer peut continuer à fonctionner même avec un mensonge au centre. Tant que tout le monde joue son rôle, les jours se succéderont. Et la ville finit par s'habituer à l'affiche d'Alice. Les gens s'habituent à tout. Même à l'horreur, quand elle ne les touche pas directement. L'affiche devient un décor. Le sourire imprime ses décoloré sous le soleil. Et l'histoire, pour le monde extérieur, se transforme lentement en disparition non résolue, une catégorie froide, presque statistique. Mais pour Sarah, l'histoire ne se refroidissait pas, elle chauffait. Chaque fois qu'elle repensait à cette journée de mai, quelque chose lui semblait faux. Comme si la disparition avait été annoncée avant même d'avoir lieu, comme si la maison. Au lieu de crier, c'était reformé? Comme si le récit avait été préparé pour étouffer les questions. Elle ne pouvait pas prouver quoi que ce soit. Pas encore, mais elle pouvait sentir. Et parfois, sentir suffit à vous empêcher de dormir. Dans les nuits de Phoenix, quand tout est immobile et que la chaleur ne lâche pas prise. L'esprit se retourne, Sarah se demandait où Alice était. Si elle avait peur, si elle avait faim, si elle appelait dans sa tête, et si as questions. Sans réponses, se transformait en une seule. Beaucoup plus dangereuse, et si Alice n'avait jamais eu le choix. Cette question. Personne ne voulait l'entendre à voix haute. Parce qu'une fois qu'on la prononce, on ne peut plus revenir à la version simple. Une fois qu'on la prononce, il faut regarder certaines personnes autrement. Il faut admettre que le danger peut venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le cas, c'est une pensée qui détruit les maisons. Alors, le monde continuait à dire fugue. Les procédures continuaient à suivre leur cours, les jours continuaient à s'empiler. Mais sous cette surface, une autre histoire commençait à prendre forme. Celle d'une adolescente disparue et d'une soeur qui, lentement, commençait à comprendre que la vérité ne se trouverait pas dans les explications faciles, parce qu'une fugue, même une fugue douloureuse, laissait des traces. Une disparition totale. Elle est
ressemble à autre chose, et plus le temps passait, plus cette autre chose s'est rapprochée, silencieuse. Comme une ombre qui ne se contentait plus d'être un décor, elle commençait à devenir une présence, une menace, une vérité possible. Et quand une vérité possible s'installe dans une maison, la maison ne dort plus. Elle écoute, elle se méfie. Elle retient son souffle, comme si, quelque part, la disparition d'Alissa n'était pas seulement une absence. C'était un secret. Les semaines passeront. Puis les mois, et la disparition d'Alissa changeait de texture. Au début, c'était une urgence brûlante. Une plaie ouverte qui saignait à chaque minute, puis l'urgence devint un bruit de fond. Pas parce que la douleur diminuait, mais parce que le monde auteur s'y fatigue vite. Les gens s'habituent à l'inacceptable quand ils s'installent sans leur demander la permission. Ils posent moins de questions. Ils prononcent le prénom moins souvent. Ils regardent ailleurs pour se protéger. Dans la maison, en revanche, l'absence ne se calmait pas, elle se passait. Elle entrait dans les murs, dans les couloirs, dans les objets laissés là comme des preuves involontaires. Une chaise vide n'était plus une chaise. C'était un rappel, un reproche silencieux. Une présence négative qui avalait l'air. Sarah. Elle grandissait avec si vide. Au début, elle avait cherché Alissa comme on cherche quelqu'un dans un supermarché. En croyant qu'il suffit de tourner au bon rayon, d'ouvrir la bonne porte, de la voir apparaître avec une explication simple, mais très vite. Elle comprit que personne ne cherchait comme que pas vraiment. Les adultes cherchaient dans les limites de ce qu'ils étaient prêts à admettre. La police aussi, parfois, cherchait dans des cadres. Et un cadre, quand il est mal choisi, ne fait pas que contenir l'enquête, il la tord. Le cadre dans cette histoire avait un nom, Fugue. Le mot restait là, plante comme un panneau indicateur au bord de la route. Et tout ce qui venait ensuite devait se conformer. Une fugue suppose une intention. Un plano au moins un mouvement. Une fugue laisse des traces. Des appels à une amie, un message. Un passage repéré, une rumeur credible. Une fugue, même chaotique. Finit presque toujours par se bruiter. Les adolescents disparaissent rarement sans laisser un seul souffle derrière eux. Or, Alissa avait disparu comme si quelqu'un avait effacé son contour. Sarah le sentait dans les détails, et les détails. Pour une enfant, deviennent des preuves intimes. Le tiroir qu'Alissa aurait forcément ouvert si elle était partie volontairement, les objets qu'elle aurait pris sans hésiter. Les habitudes qu'elle n'aurait pas brisées sans raison, et surtout, si silence total, pas une voix. Pas un signe, pas une maladresse. Rien, si rien avait une violence particulière. Elle obligeait à imaginer des scénarios que personne ne voulait prononcer. Dans la maison, Michael continuait à parler. Il parlait souvent. Trop souvent, il martelait les mêmes éléments comme un refrain. La dispute, la note, la Californie. Il le disait avec une certitude qui aurait dû rassurer. Mais Sarah ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait enfermée. Parce qu'un récit répété à 6 points finit par ressembler à une porte qu'on maintient fermée. Et puis, il y avait autre chose. Plus difficile à saisir. La manière dont Michael réagissait quand on posait certaines questions. Certaines questions glissaient sur lui comme sur une vitre. D'autres semblaient heurter quelque chose à l'intérieur. Et là, le ton changeait. La voix se durcissait. Les mots devenaient plus rapides. Plus tranchants. On n'obtenait pas une réponse, mais une réprimande, comme si la question elle-même était une faute.
Sarah apprit à reconnaître si zones interdites. Elle les sentait dans son ventre avant même d'en comprendre la logique. Et plus une zone était interdite, plus elle devenait intéressante. C'est ainsi qu'on fabrique, malgré soi, un esprit d'enquête, en grandissant dans un endroit où certaines vérités sont cadenassées. Le temps, au lieu d'apaiser, commence à produire une autre forme de violence, la normalisation. La maison reprit un rythme. On mangeait à table, on regardait la télévision, on parlait d'école, de courses, de factures. Et chaque fois que le quotidien se glissait sous l'absence comme si elle n'existait pas, Sarah ressentait une rage muette. Comment peut-on vivre normalement quand Alissa n'est pas là? Comment peut-on rire? Discuter, corriger un devoir. Comme si une personne avait juste cessé d'être et que cela ne brisait rien. Elle comprit alors une chose essentielle. Certains adultes sont capables de continuer parce qu'ils ont besoin de continuer. Pas par courage, par nécessité. Et parfois, cette nécessité ressemble dangereusement à une indifférence au fil des années. Sarah se mit à chercher autrement. Au début, c'était un instinct, une résistance confuse. Puisqu'elle a devint un projet intérieur, presque une promesse. Elle n'avait pas les mots, pas l'âge, pas les outils, mais elle avait une mémoire. Elle avait des souvenirs précis, des signes, des tensions, des interdits. Et surtout, elle avait une intuition qui refusait de mourir. Cette intuition s'alimente d'autres choses, des phrases entendues par hasard. Trop tard le soir, des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Des silences brutaux, des dossiers rangés trop vite. Des accès à certaines pièces de la maison qui semblaient toujours réserves. On peut vivre dans une maison et ne pas en posséder les clés. Sarah vivait dans un endroit où l'on apprenait à ne pas ouvrir certaines portes. Elle commença à observer les objets. Non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherche des contradictions. Elle remarqua les fixations de Michael, la surveillance, la sécurité, le contrôle. Il a aimé l'idée de savoir, de voir, d'anticiper. Et quand on aime trop savoir, si n'est pas seulement une prudence, cela ressemblait à un besoin de domination. Plus tard, Sarah se souviendrait de cette sensation. Dans cette maison, on ne grandissait pas en se demandant qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui est permis. La disparition d'Alissa, dans ce contexte, prit une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait une rupture dans un système, un événement qui pouvait potentiellement exposer ce que le système cachait. Et c'est là que les murs se rapprochent. Plus Sarah grandissait, plus elle se rendait compte que le monde extérieur ne comprenait pas ce qu'elle ressentait pour les autres. C'était une histoire triste, un mystère. Un dossier ancien pour elle, qui était une vie quotidienne, une maison, un home, une manière de vivre sous une autorité qui semblait se nourrir du silence. Elle essaya d'en parler prudemment. À des amis, parfois, à des adultes de confiance, mais dès qu'elle prononçait certaines choses. Elle voyait les visages se fermer. Les gens ont peur des histoires familiales quand elles deviennent sombres. Ils voulaient aider, mais ils voulaient aussi rester loin du feu. Elle le fut, ici, était proche. C'était la possibilité que la menace ne vienne pas de la rue. Mais du salon, Sarah comprit aussi que la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive comme une accumulation de petites dissonances. Et un jour, ces dissonances deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Si jour-là arrive quand Sarah commence à reconstituer le portrait d'Alissa au-delà du récit impose. Alissa n'était pas seulement une adolescente en colère. Elle avait ses plans.
SES Envies, 16 Scouts. Elle voulait une vie qui lui appartenait. Elle parlait d'avenir. Elle avait des repères et surtout, elle avait des liens. Elle avait des amis. On travaille une existence socialement visible. On ne disparaît pas de cette visibilité comme on disparaît d'une chambre. Place Sarah reconstruit cette liste réelle. Place la liste décrite parmi que lui paraissait artificielle, utile, presque fabriquée pour justifier l'injustifiable. Et alors une pensée se forma. Dangerous, irreversible. Si le récit de la fugue était pratique, c'est peut-être parce qu'il servait quelqu'un. Cette pensée change tout, parce qu'à partir du moment où vous suspectez que le récit sert, vous commencez à chercher à qui il sert, et quand vous cherchez à qui il sert, vous commencez à regarder les gains avec une lucidité nouvelle. Sarah commence à faire ce que font les survivants quand ils n'ont plus confiance. Elle les documenta, elle les nota. Elle conserva des dates, des phrases, des souvenirs. Elle s'est mise à traiter son histoire comme un dossier. Non par froideur, mais parce que la froideur est parfois la seule manière de rester debout. Quand l'émotion vous submerge, l'organisation devient une bouée. Elle comprend aussi qu'un système ne se combat pas avec des crises, il se combat avec des faits. Mais les faits, dans une disparition ancienne, sont fragiles, ils s'érodent, ils disparaissent, ils s'oublient. Et surtout, ils peuvent être contrôlés par celui qui a le pouvoir. Dans ces cas, le pouvoir était dans la maison, dans les papiers, dans la narration familiale. Sarah n'avait pas le pouvoir. Elle devait donc créer un autre type de pouvoir, celui de la persistance. Au fil des années, elle tenta de parler aux enquêteurs, de relanceurs, de demandeurs. Elle apprit le langage des procédures. Cette langue froide qui vous oblige à traduire la douleur en phrases courtes et en questions précises. Elle découvrit aussi une réalité brutale. Une enquête ne se relance pas uniquement parce que quelqu'un souffre. Elle se relance quand quelque chose. Enfin, bouge. Une incohérence, une preuve, un témoignage, un élément nouveau. Et comment obtenir un élément nouveau quand tout le monde a déjà décidé que l'histoire était ancienne? Sarah comprit qu'elle devait devenir elle-même l'élément nouveau, non pas en inventant, en insistant. En refusant la fatigue collective, c'est là que la transformation commence. Quand une sœur cesse d'attendre que quelqu'un d'autre cherche, et commence à chercher à sa place. Mais cette décision a un prix. Elle crée un conflit intérieur. Parce qu'elle exige de regarder un père adoptif autrement, de se dire qu'il n'est peut-être pas seulement un homme difficile, qu'il est peut-être le centre de l'obscurité, et personne ne veut croire que. Personne ne veut prononcer cette idée, parce que prononcer cette idée, c'est accepter que la maison n'était pas un réfugié. Sarah résiste longtemps à cette conclusion. Elle essaya de se convaincre qu'il y avait une autre explication, qu'Alice avait pu partir, qu'elle avait pu être emportée par une mauvaise rencontre, qu'elle avait pu tomber dans son danger extérieur. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de moins insupportable, parce qu'elles éloignaient le mal du foyer. Mais plus elle explorait, plus ces hypothèses se heurtaient à la même impasse. L'absence totale de traces, un départ laisse un ombre. Un crime extérieur laisse souvent un mouvement. ICI. Il n'y avait rien. Rien qui respire. Rien qui circule. Rien qui remonte. Comme si l'histoire avait été continuée. Comme si le chaos avait été gardé à l'intérieur. Sarah finit par comprendre que l'élément le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle savait. C'était ce qu'elle ne savait pas. Mais qu'elle sentait. Et quand vous vivez avec cette sensation, vous commencez à interpréter le monde comme une chambre de mines. Vous regardez les comportements. Vous écoutez les silences. Vous repérez les contradictions.
non pour accuser, mais pour survivre. Elle remarqua, par exemple, à quel point Michael semblait préoccupé par son image. Il voulait être perçu d'une certaine manière. Rigoureux, responsible. Victime d'une adolescence difficile, et cette préoccupation. Au fil du temps, devant presque plus visible que son chagrin. Quand quelqu'un aime trop sa version, on commence à s'y demander si qu'il craint. Sarah se mit aussi à ressentir une chose qui dépasse la logique, la peur. Pas une peur spectaculaire ou une peur sorde. In time, comme un animal tapis dans la poitrine. La peur de poser la question de trop, la peur de déclencher une colère, la peur de franchir une limite invisible. Cette peur-là n'était pas une preuve, mais elle était un indicateur. Elle disait, dans cette maison, certaines vérités ne sont pas seulement tristes. Elles sont dangereuses, avec le temps. Sarah se rendit compte que la disparition d'Alyssa ne l'avait pas seulement privée d'une sœur, elle l'avait transformée en témoin. Un témoin sans signe, sans corps, sans conclusion, un témoin d'une vie que d'autres préfèrent combler avec une histoire simple. Et c'est précisément pour cela qu'elle a fait devant. Pour elle, une mission, non pas parce qu'elle se croyait héroïque, mais parce que l'alternative était insupportable. Vivre dans un monde où Alyssa aurait été effacée sans que personne ne se battait. Cette mission prit une forme concrète. Sarah se rapprocha de ceux qui pouvaient encore parler. Les amis d'Alyssa, les anciennes connaissances. Les gens qui avaient vu des tensions, entendu des choses. Elle découvrit que, parfois, des vérités existantes à l'état de murmures, pas assez solides pour un tribunal, mais assez persistantes pour un cour, et dans ces murmures. Un motif revenait. La maison n'était pas normale. Michael n'était pas normal. Le contrôle n'était pas normal. La peur n'était pas normale. Chaque fois qu'elle entendait une variation de cette phrase, Sarah sentait sa détermination se durcir. Elle n'était plus seule à ressentir le malaise. D'autres l'avaient senti, d'autres l'avaient vu. D'autres, peut-être, avaient eu peur aussi, mais la peur, quand elle est partagée, devient parfois une force. Un soir, en relisant ses notes, Sarah se rendit compte d'un détail qui la frappa comme une évidence tardive depuis le début. L'histoire avait été racontée comme si Alyssa avait quitté la maison, comme si le point de départ était la route. L'extérieur, la ville. Mais et si le point de départ était à l'intérieur? Et si la disparition n'avait jamais été un départ? Mais une disparition au sens littéral, un effacement depuis la maison même. Cette pensée ne l'accusait pas encore. Elle ne nommait rien. Elle ne faisait que déplacer le centre de gravité. Et quand le centre de gravité se déplace, tout le reste suit. Sarah comprit alors qu'elle ne devait plus chercher Alyssa dans les lieux où une fugueuse aurait pu aller. Elle devait chercher Alyssa dans les zones où la vérité se cache, les contradictions, les secrets, les récits qui se répètent trop. Elle devait chercher dans l'ombre portée par la maison. C'était une nouvelle étape, plus sombre, plus risquée, parce qu'elle impliquait de regarder Michael non plus comme un père, mais comme une variable. Et lorsqu'un membre de votre famille devient une variable, vous perdez quelque chose d'irréversible. L'innocence, cette nuit-là. Sarah ne dormait pas. Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte intérieure qu'elle avait maintenue fermée pendant des années. Une porte qui donnait sur un couloir étroit, où chaque pas fait résonner une question que l'on ne put plus étouffer. Et cette question, désormais, ne concernait plus seulement Alyssa, elle concernait la maison. Elle concernait le récit, elle concernait ce que l'on fait. Non, quand la vérité est trop lourde pour être dite, et dans le silence de Phoenix, alors que tout semblait immobile,
Sarah sentit cette certitude naître comme une douleur. La disparition d'Alice n'était pas un mystère lointain. C'était une histoire ténue en laisse, et quelqu'un, quelque part, tenait la laisse. La suite ne serait plus une simple recherche, si serait une confrontation. La confrontation ne commence pas par une accusation lancée à la gorge de quelqu'un. Elle commence par une chose beaucoup plus calme. Beaucoup plus dangereuse, une question posée au mauvais moment. Devant la mauvaise personne, avec une voix qui ne tremble plus. Sarah avait appris à survivre dans les maisons où l'on ne dit pas tout. On apprend vite à sentir quand l'air se charge. Quand on passe dans les couloirs signifie taïstoé, quand on regarde signifie ne pose pas car. Mais il arrive un âge où l'on ne survit plus seulement. On veut comprendre. Et comprendre dans un endroit bâti sur le contrôle. C'est déjà désobéir, elle avait commencé à rassembler des fragments. Des souvenirs personnels, oui. Mais aussi des choses plus solides, des phrases reprises mot pour mot par différents témoins, des incohérences répétées, des micro-contradictions qui s'additionnent comme des grains de sable jusqu'à gripper une machine. Plus elle compilait, plus elle voyait se dessiner un motif qu'elle ne pouvait plus ignorer. La disparition d'Alissa ne flottait pas dans le hasard. Elle semblait enfermée dans un cadre. Verrouillée par un récit, maintenue dans une forme d'immobilité. Et au centre du cadre, il y avait Michael. Michael n'avait pas besoin de crier pour dominer. Il avait cette manière de s'installer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait. Même quand il se taisait, on l'entendait. Sa présence avait un poids particulier, une odeur comme. Quand Sarah était petite, elle confondait ses poids avec la sécurité. Plus tard, elle comprit qu'il n'était pas de la sécurité. C'était de l'emprise au fil du temps. Sarah remarqua quelque chose qui la glaqua. Michael ne parlait presque jamais d'Alissa comme d'une personne vivante. Il parlait d'elle comme d'un problème, comme d'une adolescente difficile. Rebelle, ingrate. Comme si la disparition avait confirmé un portrait déjà prêt, il ne disait pas. Elle me manque, il disait plutôt. Vous savez comment elle était, et cette nuance. Minuscule, change it out. Parce qu'une pérébrise parlait d'absence, un homme qui se protège parlait de justification. Sarah fit un premier test, presque inconscient. Un soir, elle prononça le nom d'Alissa d'une manière différente. Plus douce, plus in time. Elle évoqua un souvenir simple, un rire. Une chanson, un détail qui n'appartenait qu'à elle. Elle regarda Michael pendant qu'elle parlait, comme on regarde un visage pour y chercher l'humain. Elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Il y eut un mouvement dans ses yeux. Un léger agacement, comme si ces souvenirs n'avaient pas sa place. Comme si Alissa n'était tolérable que dans le cadre de la fugue, de la faute. Du récit pratique, une Alissa trop humaine était dangereuse. Une Alissa qui redevient une fille, une sœur. Une personne aimée fait trop de bruit. Une personne aimée oblige à se demander pourquoi elle n'est pas là, à partir de ce jour-là. Sarah cessa d'attendre une contradiction spectaculaire. Elle comprit que la vérité, si elle existait, se cacherait dans les gestes les plus ordinaires. Les vacances d'éviter, de détourner, de réécrire. Elle se mit à parler aux gens qui avaient connu Alice sans passer par Michael. Des amis, des camarades, des adultes de l'école, des parents d'amis. Elle posait les mêmes questions, encore et encore. Non pas parce qu'elle espérait un miracle, mais parce qu'elle cherchait un point stable. Elle voulait savoir qui était Alissa quand elle n'était pas enfermée à la maison. Et plus elle écoutait, plus les cartes se cruçaient entre deux versions. Dans la version de Michael, Alissa était une adolescente irrationnelle, instable.
capable de partir sans prévenir, capable d'abandonner tout le monde par caprice. Dans la version des autres, elle était une fille sous pression. Oui, parfois tendue, parfois fatiguée, mais pas une ombre prête à s'effacer du monde entier. Une fille qui voulait de l'air, qui parlait de liberté, qui rêvait d'après, une fille qui n'avait rien d'une disparition totale. Cet écart devint une douleur aiguë, parce que l'écart n'était pas seulement narratif. Il était moral, il signifiait que quelqu'un, quelque part, déformé, Sarah commença aussi à reconstituer les dernières rires, non pas comme une scène unique, mais comme une chaîne de portes, une porte s'ouvre, une porte se ferme, un mouvement, un trajet, une pause. Elle s'aperçut qu'il y avait des trous dans cette chaîne, des trous que Michael comblait avec des phrases toutes faites. Elle est partie. Elle était en colère. Elle a laissé une note. La note. Justement, plus Sarah y pensait. Plus cette note lui paraissait étrange. Elle n'avait pas la forme d'une adolescente qui s'échappe. Elle avait la forme d'un objet fonctionnel, un objet conçu pour orienter. Une note dans une fugue ressemble souvent à un cri, même discret. Un mélange de colère, de peur, d'excitation, mais là. Dans ce qu'elle avait compris de cette note, il y avait une neutralité froide. Une efficacité, et cette efficacité lui donnait la nausée. Elle commença à se demander non pas seulement si et que la note disait, mais si qu'elle faisait. Si qu'elle produisait une note crée une recette. Elle écrit une direction, elle écrit une justification. Elle est plus importante, elle fait baisser l'urgence. Elle dit au monde, ne cherchez pas trop vite au mauvais endroit. Sarah sentit une rage nouvelle, pas une rage explosive. Une rage propre, concentrée. Qui vous fait marcher droit, elle comprit qu'elle devait sortir du cercle familial. Parce que le cercle familial était contaminé par les récits de Michel, tant qu'elle restait là. Ces questions seraient absorbées, recrachées, ridiculisées, étouffées. Elle se mit alors à faire ce que font les gens qui n'ont plus confiance. Elle apprit à prouver, à documenter, à archiver. Elle cherchait des dates, des horaires, des incohérences possibles. Elle notait chaque version qu'elle entendait. Et surtout, elle apprit une règle terrible. Quand quelqu'un ment, il ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une fissure, la fissure. Dans cette maison, se trouvait souvent dans les excès de Michel. Parce qu'il aimait trop paraître, trop expliquer. Trop cadre, il parlait de sécurité. Il parlait de protection. Il parlait du danger du monde extérieur. Il aimait l'idée de surveiller, de prévoir, d'empêcher. Il construisait une image de lui-même comme d'un homme responsable. Un homme qui ne laissait rien au hasard. Mais cette image, au lieu de rassurer Sarah, la glaquette. Parce que si Michel ne laissait rien au hasard, comment avait-il pu perdre Alice sans comprendre où elle était partie? Comment un homme obsédé par le contrôle pouvait-il accepter l'idée d'une fugue sans trace? Plus Sarah posait la question. Plus la fugue devenait improbable, et plus la fugue devenait improbable. Plus une autre possibilité s'installait, comme un poison lent. Alice n'avait pas fui, on l'avait empêché. Cette pensée n'était pas un cri, c'était une lame. Elle coupe la réalité en deux, avant. On cherche au loin, après. On cherche presque, avant. On imagine des routes, après. On imagine des pieces fermises. Sarah ne voulait pas imaginer des pieces fermises. Elle résiste longtemps à cette image, parce que certaines images, quand on les laisse entrer, ne ressortent plus.
Mais elle était obligée de regarder où la logique la menait. Et la logique la ramenait toujours à la même place. La maison. Elle s'est mise à observer la maison comme un lieu potentiellement hostile. C'est une sensation étrange. Habiter en endroit et commencer à le regarder comme une scène. Les couloirs deviennent des trajectoires. Les portes deviennent des questions. Les placards deviennent des cachets. On évite place. On enquête en silence. Michael sentit le changement. Les hommes de contrôle s'entendent toujours quand quelqu'un leur échappe, s'il ne fut pas immédiat. Mais il y eut des signes, des remarques placées. Des interrogations sur essais sorties, des tentatives de réaffirmer son autorité. Sarah comprit qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle n'était plus seulement la petite sœur à protéger. Elle devenait une variable. Un soir. La tension monta sans quoi aucun mot violent ne soit prononcé. Sarah avait posé une question sur un détail précis. Un détail qu'elle avait retrouvé dans ses notes. Michael répondait trop vite. Puis il se reprit. Puis il changeait légèrement sa formulation. 3 mouvements infâmes, mais Sarah les vide. Et dans ces 3 mouvements, elle sentit quelque chose. La peur, pas la peur de perdre sa fille. La peur de perdre la maîtrise du récit. Elle eut alors une sensation très claire. Presque physique. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une histoire de pouvoir. Michael n'était pas seulement un père adoptif autoritaire. Il était un homme qui avait besoin que sa version du monde soit la version officielle. Et quand quelqu'un menace la version officielle, il ne menace pas seulement une histoire, il menace une identité. Sarah comprit qu'elle ne pourrait plus obtenir la vérité en demandant gentiment. La vérité. Si elle existait, ne viendrait pas d'une confession spontanée. Elle devrait être arrachée au système qui la retenait. Elle se tourna de nouveau vers les autorités. Mais cette fois avec une approche différente. Elle ne venait pas en pleurant. Elle venait avec des questions structurées, des incohérences, des éléments de comportement, des témoignages. Elle essayait de transformer l'intuition en matière, mais elle se heurta à ces murs que connaissant tous ceux qui cherchaient dans des dossiers anciens. L'inertie, on lui répondit avec prudence. On lui parla du temps-space, on lui parla du manque d'éléments nouveaux. On lui parla, parfois, avec un ton qui ressemblait à un conseil, essayez de vivre. Cette phrase la frappa comme une gifle, parce qu'elle comprit ce qu'elle signifiait réellement. Nous avons choisi de ne plus regarder, alors Sarah s'est promis qu'elle regarderait à leur place. Qu'elle deviendrait celle qui refuse l'oubli, même quand l'oubli est confortable pour tout le monde. Elle commença à parler place publiquement, pas pour faire du bruit gratuit, mais pour créer une pression, une disparition prospère dans le silence. Une disparition se conservait dans l'ombre. Si elle voulait une fissure, elle devait mettre de la lumière rend les récits plus difficiles à manipuler. La lumière oblige les gens à choisir une position, et cette lumière eut un effet étrange. Des personnes commenceront à se manifester, pas forcément avec des preuves, mais avec des impressions, des souvenirs, des malaises anciens. Je ne l'ai jamais dit. Mais, si ce genre de phrase est dangereux, parce qu'il ouvre une porte. Et une porte ouverte est impossible à refermer sans violence. Place les témoignages affluents. Place le portrait de Michael se durcissait. On parlait de surveillance, de contrôle, de comportements inquiétants, de menaces, parfois. Sarah ne prenait rien pour acquis, mais elle comprenait le motif. Les gens n'avaient pas parlé avant parce qu'ils avaient eu peur, ou parce qu'ils ne voulaient pas se mêler d'une histoire familiale. Avec le temps, l'histoire n'était plus seulement familiale. Elle devenait un problème public, et dans ces glissements. Sarah sentit quelque chose changer en elle. Elle cessa de se demander si elle avait le droit de douter.
Elle avait le droit, elle avait même le devoir. Si fout-là, dans cette étape, que la disparition d'Alissa devient transformatrice pour Sarah parce qu'elle comprit que la vérité. Parfois, n'est-ce pas une chose qu'on requiert? C'est une chose qu'on poursuit jusqu'à l'épuisement et que poursuivre la vérité peut vous coûter votre innocence, vos relations, votre sécurité. Mais que ne pas la poursuivre vous coûte autre chose, votre dignité. Elle commence à se demander si qui se passerait si elle est allée trop loin, si elle frappait au mauvais endroit, si elle disait le mauvais mot. Les histoires d'emprise familiale ont un point commun. Elles punissent ceux qui parlent, pas forcément par des coups, par l'isolement, par la disqualification, par la manipulation. On vous fait passer pour instable, obsédé, ingrate. On transforme votre recherche de vérité en folie. C'est une stratégie ancienne. Efficace. Michael jouait ces jeux-là. Il commence à présenter Sarah comme une fille manipulée par la douleur, influencée par des récits extérieurs. Incapable de tourner la page, il lui refusait implicitement la légitimité. Il la ramenait à une émotion, et Sarah comprit que c'était précisément cela. Le danger, si l'on réussissait de faire d'elle une émotion. On n'aurait pas besoin d'écouter ses faits, alors elle serait dite. Elle devint plus rigoureuse, plus Freud, plus déterminée, non pas parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce qu'elle avait compris que l'émotion, danser et combattre, serait utilisée contre elle les années passaient. Et le visage d'Alice sur les affiches s'effaçait sous le soleil, mais dans la tête de Sarah, elle restait net, douloureusement net. Elle se surprenait parfois à imaginer Alice à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, une vie parallèle. Une vie qui aurait dû être et cette imagination. Au lieu de consoler, coupée, parce qu'elle posait une question qu'aucun tribunal n'entend, qu'elle monde accepte de perdre une jeune fille sans exiger des réponses. La confrontation se rapprochait lentement. Pas sous forme d'une scène unique, mais sous forme d'un resserrement. Sarah gagnait en voix, Michael perdait en contrôle. Ou du moins, son contrôle devait désormais travailler plus dur pour se maintenir. Et quand un système doit travailler plus dur, il commet des erreurs. Sarah le sentit. Elle sentit que quelque chose allait céder. Pas parce qu'elle avait une épreuve finale, mais parce que les récits trop verrouillés finissaient par se fissurer sous leur propre tension. On ne peut pas maintenir éternellement une version sans que quelqu'un, un jour, trébuche sur un détail, et dans cette attente. La peur se mélangeait à une autre émotion, plus sombre, l'anticipation. Sarah commençait à comprendre qu'elle ne cherchait plus seulement Alissa. Elle cherchait le moment où le mensonge, s'il existait, tomberait. Elle cherchait si point précis où le récit officiel se retournerait contre celui qui l'a construit. Mais si moment, quand il arrive, n'apporte pas toujours la paix, parfois. Il apporte une autre forme d'horreur, la confirmation. Sarah s'y surprit à penser, et si je trouve? Et si je découvre quelque chose que je ne peux plus oublier, certaines vérités ne libéreront pas. Elles accroissent, elles transforment votre vie en avant et après. Une seconde fois, elles continuent pourtant. Parce que l'alternative était pire, laisser Alissa devenir un vieux dossier. Un mystère, une histoire qu'on raconte à distance. Sarah refusait cette distance. Elle voulait la vérité à hauteur humaine, à hauteur de sœur, alors elle avança. Avec une discipline presque inhumaine, vers 6 points où l'histoire n'aurait plus le choix. Soit elle s'éclairerait, soit elle éprouverait. Par son obstination même, qu'elle avait été construite pour rester opaque. Et dans cette avancée, une chose devint certaine.
la disparition d'Alyssa n'était pas seulement un drame ancien, c'était une guerre de récits. Et Sarah, désormais, ne comptait pas perdre le premier choc. Si n'est pas toujours une preuve, parfois, c'est une fissure dans le décor, une brèche si nette qu'elle oblige tout le monde à regarder la même chose au même moment. Même ceux qui préféraient détourner les yeux pendant des années. La disparition d'Alyssa avait été traitée comme une absence triste, une affaire qui s'est refroidie. Un dossier que l'on range dans un tiroir parce qu'il n'a pas de corps, pas de témoin décisif. Pas de scène nette, une disparition qu'on explique avec les mots les plus pratiques. Fugue, et puis, un jour, si mot commence à se décomposer. Parce que le temps ne rend pas les choses plus claires, il rend les mensonges plus confortables. Il rend les versions plus rigides, il permet à ceux qui parlent le plus fort de devenir les auteurs officiels de l'histoire. Sarah avait grandi dans cette rigidité. Elle avait appris à respirer dans une maison où le récit était déjà écrit. Où l'on répétait les mêmes phrases comme si les répéter suffisait à les rendre vraies, mais une histoire trop répétée finit par se transformer en bruit. Et le bruit finit par fatiguer qui l'entendant. Elle n'avait pas seulement une intuition. Sarah, elle avait une poète dans la poitrine. Une sensation que quelque chose de sentil se trouvait derrière les portes qu'on lui avait appris à ne pas ouvrir, et plus elle tentait d'ouvrir ces portes par la parole. Plus elle se heurtait à la même matière, le contrôle. Le contrôle dans les réponses, dans le silence. Dans la manière dont Michael réagissait quand le fil de l'histoire glissait entre ses doigts. Le monde extérieur, lui, ne voyait pas si contrôle comme elle le voyait. Il le traduisait autrement, un père strict. Une famille compliquée, une relation difficile. Le monde aime les casses, le monde a besoin de catégories. Et fugue est une catégorie qui soulage tout le monde sauf ceux qui restent, puis l'enquête se remet à bouger. Ce ne fut pas comme dans les récits où l'on découvre soudain une preuve lumineuse, si il fut plus administratif. Plus Freud, plus abrupt. Une réouverture, un regard neuf. Ou du moins, un regard oblige de revenir sur ce qu'il avait laissé. Et avec la réouverture, une chose changea immédiatement. Michael cessa d'être simplement le père adoptif. Il devint le dernier à l'avoir vu. Et si simple de placement de statut dans une affaire de disparition. Est une menace dans les jours qui suivirent. L'atmosphère dans la maison se modifia encore. Sarah le sentit avant même quand lui disait quoi que ce soit. On sentit genre de choses dans la manière dont les portes se ferment, dans la façon dont la voix se décide. Dans le temps que prend un regard avant de se détourner, c'était comme si la air s'était épaissie. Comme si quelque chose de l'autre s'était rapproché. Et puis, il y eut quelques journées où la maison ne fut plus seulement une maison. Des autorités, des uniformes, des voitures, des bruits de pas, des voix courtes, la sensation, tout à coup, que les mosquées avaient toujours protégé un récit comme caillant à se faire inspecter comme une scène, les tiroirs, les placards, les objets. Tout ce qui avait été banal devenait, soudain, suspect. Sarah n'oublierait jamais ces sentiments précis. Celui d'être dans son propre foyer et de ne plus le reconnaître, comme si la maison se retournait contre elle-même. Comme si les pièces, une à une, révélant qu'elles n'avaient jamais été neutres. On croit toujours, au fond, que les choses les plus sombres se cachent loin de nous. Dans des ruelles, dans des voitures, dans des lieux sans nom, on veut croire que le mal est un extérieur. Mais ce jour-là, le mal, ou du moins l'ombre du mal, semblait sortir des endroits les plus domestiques. Quand ils trouveront ce qu'ils trouveront, la disparition d'Alyssa changeait de nature. Ce n'était pas une boîte avec un indice délicat, ce n'était pas une lettre.
Si n'était pas une photo oubliée, c'était un ensemble d'objets qui ne s'expliquent pas par l'amour ou le chagrin. Des objets qui parlent de rage, de préparation, de violence potentielle, comme si, sous le récit de la fugue, vivait un autre récit, plus dangereux, plus profond. Plus difficile à regarder, Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais pensé associer à sa maison. Explosives, armies, plan, manifeste. Et dans son corps, quelque chose s'est mis à trembler. Non pas par peur immédiate, mais par reconnaissance tardive. Comme si une partie d'elle avait toujours su que le contrôle n'était pas seulement une manière de parler, mais une manière de menacer. Une manière de tenir le monde en respect. Tout prit alors une dimension vertigineuse. Parce que la découverte ne répondait pas à la question où est Lisa, mais elle répondait à une autre question. Plus fondamentale, dans quel type de maison Lisa vivait-elle vraiment? Dans quel type de monde était-elle enfermée? Dans quel type de pieu? Les gens aiment croire qu'une disparition est un événement isolé, un accident. Une rupture, mais parfois, une disparition est la conséquence d'un climat. Un climat où le silence n'est pas un hasard, mais une stratégie, si dure là. Pour Sarah, quelque chose se brisa définitivement. L'idée qu'elle devait ménager le récit familial, le confort, même fragile, s'effondra. À partir de ce moment-là, la maison ne pouvait plus être juste durée. Elle devenait potentiellement dangereuse, et cette prise de conscience est l'une des plus terribles qui existent. Découvrir que ce qui devait protéger peut aussi détruire, mais qu'il faut arrêter. Mais pas pour Alyssa, pas encore. Et cette nuance la fout une torture en soi, parce que la réalité, parfois, est plus cruelle que les histoires. On peut être arrêté pour une menace future, pour des preparations, pour des plans, et la disparition ancienne reste suspendue, comme si elle n'était pas probable, comme si elle n'était pas suffisamment tangible pour être jugée. Sarah vivait alors une contradiction impossible. D'un côté, elle sentait que les découvertes confirmaient quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute depuis des années. La maison n'était pas saine. De l'autre, la justice ne lui offrait pas la réponse qu'elle cherchait. Le système reconnaissait une dangerosité, mais ne reconnaissait pas son drame principal. C'était comme si on lui disait « Tu avais raison d'avoir peur ». Tout en ajoutant « Mais nous ne pouvons pas dire pourquoi ». Michael entra dans le couloir de la justice et le monde apprit des choses qu'il ignorait. Les médias s'emparèrent du récit, parce que le récit devenait vendable. La disparition, le père adoptif, la maison, la découverte. Mais Sarah, elle ne regardait pas ça comme une histoire, elle le vivait comme un effondrement. Ce que le monde découvrait avec fascination, elle le découvrait avec nausée. Et il y avait un autre poison, la solitude. Car quand l'ombre devient publique, les jeunes réécrivent leurs souvenirs. Ils disent je m'en doutais, ils disent il était bizarre. Ils disent que ne m'étonne pas, comme si la vérité, rétrospectivement, était évidente. Mais Sarah savait que ce n'était pas vrai avant. Les gens se taisaient avant. Les gens évitaient avant. Les gens préféraient la paix à l'inconfort, et cette hypocrisie tardive ajoutait une couche de rage. Pendant que Michael était jugé pour d'autres faits, l'histoire d'Alice restait dans le même état. Suspendue, sans corps, sans conclusion, avec un récit de fugue cuit. Désormais, sentait le plastique brûle. Parce qu'une fugue ne s'accorde pas avec ce que la maison révélait d'elle-même, une fugue est un mouvement. ICI, tout parlait d'enfermement. Sarah commence à comprendre un mécanisme terrifiant. Il existe des affaires où la vérité n'est pas seulement une question de preuves.
Mais de suil, le suil de horreur qu'une société est prête à regarder en face. Tant qu'on peut raconter une disparition comme une fougue, on évite de regarder le foyer comme un lieu de menace. Tant qu'on peut dire elle est partie, on évite de dire on l'a fait terrer. Dans les mois qui suiviront, l'absence d'Alyssa devint encore plus lourde. Parce qu'elle s'accrochait à une nouvelle réalité, Michael. Le homme qui contrôlait le récit était désormais un homme que la justice considérait. D'une autre manière, comme dangereux. Cette reconnaissance partielle donnait raison à Sarah, mais ne lui donnait pas à Lisa. Et la douleur la plus profonde, souvent, est celle-là. Avoir raison ne ramène personne. Le temps passa, Michael purgeait une peine. Les années, étrangement, avanceront avec cette lenteur particulière des drames non résolus. Sarah s'efforça de vivre. Mais vivre ne voulait plus dire la même chose. Vivre. Pour elle, signifiait porter l'affaire comme une seconde peau. Répondre aux gens qui demandaient alors. On aurait trouvé quelque chose. Avec cette même phrase qui finit par user, non à l'intérieur, portant. Elle ne cessait pas, elle changeait de stratégie. Elle a compris que le système judiciaire, seul, ne suffirait pas, parce que le système a besoin de matière solide. Et la disparition d'Alyssa avait été avalée par les premières années de négligence, par la lenteur initiale, par le cadre de la fugue. Alors Sarah commença à produire une autre forme de matière. Une matière narrative, mais rigoureuse. Une chronologie, des contradictions, des témoignages, des fragments. Elle avait appris quelque chose de précieux, quand une vérité n'a pas de corps. Elle doit avoir une voix, mais donner une voix à une disparition. C'est aussi accepter la violence du regard public, les gens commentent. Les gens jugent, les gens comparent. Certains soutiennent, d'autres soupçonnent. Sarah s'exposait, et s'exposer. Dans une histoire familiale, c'est s'arracher à la dernière illusion de sécurité. Cette exposition, pourtant, faisait bouger quelque chose, lentement. Comme une pression qui s'accumulait, on commença à reparler d'Alyssa autrement. Place seulement comme d'une fougueuse, place seulement comme d'un visage sur une affiche. Comme d'une adolescente dont l'absence ne colle pas, et dans cette nouvelle narration. Un point revenait sans cesser. Michael avait été le dernier à la voix. Michael avait contrôlé le récit. Michael avait produit la note. La version, le cadre. Et maintenant, le monde savait que l'homme pouvait construire des scénarios de violence. Sarah se retrouvait avec une vérité paradoxale. Ce qu'on avait trouvé dans la maison ne prouvait pas ce qui était arrivé à Lisa. Mais cela rendait soudain. L'inimaginable imaginable, et une fois que l'inimaginable devient imaginable. La société ne put plus dormir de la même façon pour Sarah. Si fut un tournant intérieur, elle cessa de se demander si elle allait trop loin. Elle cessa de craindre d'être celle qui dérange. Elle comprit que le dérangement était l'unique chance de la vérité. Parce que les mensonges survivent dans la politesse, ils survivent dans la fatigue. Ils survivent dans les phrases comme il faut avancer. Et elle n'avançait pas. Elle cruçait dans les souvenirs, dans les archives, dans les témoignages. Dans les dates, elle cherchait si qu'on avait traité en 2001. Elle cherchait ce que l'on avait accepté trop vite. Elle cherchait l'endroit exact où le récit de la fugue s'était imposé. Et pourquoi? Parce que si elle comprenait ce pourquoi, elle pourrait peut-être remonter plus loin, jusque dans ce qui avait été étouffé. Mais Cruiser, dans une affaire comme celle-ci, revient toujours à une vérité simple. Le danger n'est pas seulement dans ce qu'on découvre. Il est dans la réaction de ceux qu'on met au pied du mur. Michael.
Même derrière des murs, restate une présence. Un ombre, un centre de gravité. Et Sarah savait, au fond, que tant que Michael serait vivante, tant qu'il aurait une voix. Elle continuerait de défendre son récit, et un récit défendu avec acharnement peut devenir une armée. Si fut à cette époque que Sarah comprit quelque chose d'autre, plus in time encore. Elle n'était plus seulement la sœur d'Alyssa, elle était devenue la mémoire d'Alyssa. Et être la mémoire de quelqu'un, c'est accepter une responsabilité crassante. Cela signifie se lever chaque jour avec un nom sur la langue et une absence dans le corps. Cela signifie répéter sans cesser. Elle existait, elle comptait. Elle n'est pas un dossier, plus le temps passait. Plus la disparition d'Alyssa cessait d'être un mystère pour devenir une accusation diffuse, une question morale posée au monde. Comment une adolescente peut-elle disparaître ainsi? Et comment peut-on vivre avec une explication qui ne tient que par ce qu'on l'a répété assez longtemps? La pression publique monte par vagues, puis retombe. Puis remonte, les années sont ainsi. Elle avalant l'indignation, puis la recrachant quand quelque chose la réactiva. Sarah apprit à se servir de ces vagues, à parler quand la tension revenait. À rappeler les faits, à refuser l'oubli. Et lentement, inexorablement. Quelque chose se mit à bouger du côté des autorités, pas une révélation. Pas encore, mais un mouvement. Une oreille plus attentive, une phrase qui change. Une porte qui se rouvre à moitié. Sarah le sentit comme on sent un courant d'air avant l'orage. Elle comprit que les choses se rapprochaient d'un point de bascule, parce qu'un homme peut contrôler un récit long temps. Mais pas éternellement, surtout quand la personne qui le conteste refuse de s'épuiser. Et puis vient cette période où la voix de Sarah commence à dépasser le cercle des proches. Elle parle plus forte. Pas en criant, en répétant, en insistant, en racontant. Elle transforme la disparition en histoire continue, non pour divertir, mais pour empêcher le monde de la ranger. Elle fait si que les institutions, parfois, ne font pas. Elle donne à Alyssa une présence, et quand une disparue redevient présente dans la conversation publique. Ceux qui se croyaient protégés par le temps commençant à sentir le sol bouger sous leurs pieds. Sarah n'avait pas encore la preuve finale. Elle n'avait pas un lieu, elle n'avait pas un corps. Mais elle avait quelque chose d'autre, une pression accumulée sur un récit trop verrouillé. Et les récits trop verrouillés ont une faiblesse. Ils finissent par craquer. Non pas sous une coupe unique, mais sous l'usure. À la fin de cette étape, Sarah se rendit compte que sa quête venait de franchir une frontière. Elle n'était plus une affaire de souvenirs et de soupçons. Elle était devenue une affaire de confrontation publique. Et la confrontation publique a une conséquence directe. Elle oblige la justice à choisir une position. À rester immobile, ou à agir. Sarah savait ce que ce choix signifiait, si la justice agissait. Si ne serait plus seulement une histoire qu'on racontait, si serait une histoire qu'on jugeait. Et Huger, c'est faire remonter à la surface tout ce que le temps avait essayé d'enterrer. Elle regarda alors l'absence d'Alyssa comme on regarde une ligne d'horizon avant une tempête. Elle comprit que la prochaine phase serait plus dangereuse, plus brutale, parce qu'elle toucherait au cœur du récit. Comment et pourquoi? Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit non pas de l'espoir, mais quelque chose de plus sombre, plus dense. La certitude que l'histoire allait enfin obliger quelqu'un à répondre, parce qu'on peut survivre au silence. On peut survivre à l'absence, mais on ne peut pas survivre éternellement à une question posée au monde entier. Et la question, désormais, était-elle nuée? Impossible à remettre dans un tiroir si Alyssa n'a pas